Bien souvent, on pense que le monde des esprits est quelque chose de fantastique et de lointain de nos vies. Mais dans cette vidéo, je vais vous expliquer que les esprits sont bien réels et je vais vous parler de 3 points importants par rapport au monde des esprits. Le premier, c'est de vous expliquer qu'est-ce qu'un esprit et comment il fonctionne, comment il vit, comment on peut le connaître. La deuxième, c'est les lois du monde des esprits, parce que le monde des esprits est régi par des lois. Et la troisième, c'est reconnaître les bons esprits des mauvais esprits. Et une troisième catégorie d'esprits, et ça vous allez voir que ça va changer votre vision des choses, les esprits qui sont des bons esprits mais qui ont été mis en esclavage. Donc, sans plus attendre, passons à la vidéo. On nous a raconté dans les contes et dans les histoires que les esprits étaient des êtres un peu fantastiques, voire imaginaires. En tout cas, c'est ce qu'on a essayé de nous inculquer comme vision. Alors que si on prend la vision ésotérique et initiatique, on s'aperçoit que le monde des esprits est bien vivant, qu'il est bien réel, mais que pour le voir, pour le percevoir, il faut développer une vision particulière de la vie. Tout d'abord, en fait, dans la vision essénienne, qui est une vision ésotérique de la tradition primordiale, on a étudié et on va dire cartographié les mondes invisibles. Donc on va dire qu'il y a dans les mondes invisibles 4 hiérarchies principales. La première qui est celle des éléments, ensuite celle des esprits, puis celle des génies et des égrégores. Et si vous me suivez depuis un moment, je vous ai déjà beaucoup parlé sur cette chaîne de ces hiérarchies invisibles. J'ai d'ailleurs fait des vidéos sur les égrégores et sur les génies. Et donc vous savez que ces mondes-là ont chacun une caractéristique, une fonction et un but en particulier. Donc le monde des esprits est un monde qui est assez proche de l'être humain, dans le sens qu'en réalité, les esprits habitent à l'intérieur de nous et respirent tout autour de nous. En fait, nous sommes vivants des esprits. Alors, qu'est-ce qui fait que nous ne le voyons pas, que nous ne savons pas, que quelque part, nous vivons toute notre vie sans savoir que nous sommes animés par des mondes invisibles? En fait, la réponse, elle est toute simple, c'est que notre éducation ne nous a pas permis de prendre conscience que les esprits sont omniprésents et qu'ils sont à l'origine de tout ce qui est vivant à l'intérieur de nous et de toutes les forces animatrices qui nous animent. Donc, comment fonctionnent les esprits? C'est là où ça devient intéressant, parce que c'est là qu'on peut comprendre que ce monde est bien présent en nous et dans nos vies, mais surtout que ceux qui le connaissent vont avoir un avantage énorme par rapport à ceux qui ne connaissent pas son existence, mais surtout son fonctionnement. Donc en fait, un esprit, qu'est-ce que c'est? C'est une mémoire vivante d'une capacité, d'un don, d'un savoir-faire, d'une vertu, d'une intelligence. C'est une mémoire vivante qui se transmet d'un être à un être en étant de plus en plus grande. C'est-à-dire que l'esprit est cette force qui fait qu'à l'intérieur d'un être humain, il a une capacité ou un don, ou alors un savoir-faire. Prenez par exemple l'esprit de la gastronomie. Un chef cuisinier qui est, on va dire, passionné par la gastronomie n'est pas passionné uniquement parce qu'il a des rêves. En fait, sa passion l'a amené à se concentrer sur un savoir-faire, et ce savoir-faire est un esprit vivant. La gastronomie, ce n'est pas quelque chose d'aujourd'hui, c'est quelque chose de très ancien. Si aujourd'hui, par exemple, tu t'intéresses à la gastronomie et que tu vas aller t'intéresser à des chefs cuisiniers, à comment ils cuisinent, à la cuisine gastronomique, eh bien, en réalité, tu vas rentrer à l'intérieur d'un esprit. Et si tu veux acquérir cette compétence, parce que la gastronomie c'est une compétence, eh ben, tu vas quelque part te mettre en relation avec les hommes ou les femmes qui sont dans la gastronomie, et tu vas chercher non pas à imiter ce qu'ils font, mais tu vas chercher l'esprit qui est à l'intérieur d'eux. Donc en réalité, ce que je vous explique, ce que j'essaie de vous expliquer, montre qu'en toute chose, il y a un esprit. Dans toute activité humaine, il y a une force invisible spirituelle qui est à l'origine de l'action et qui est finalement la capacité de réaliser. C'est-à-dire qu'un homme ou une femme qui est avec un esprit en particulier
va être capable de manifester et d'incarner quelque chose en particulier. Donc, comme je vous l'ai dit, des esprits, il y en a pour tout. Il y en a pour tous les corps de métier, il y en a pour tous les domaines, mais en fait, ils sont présents aussi sous la forme de nos qualités, de nos faiblesses, c'est-à-dire des forces et des faiblesses. Et c'est là où c'est intéressant. C'est là où on va parler de lumière et d'obscurité, c'est là où on va parler justement de réussite et d'échec, parce que si on est conscient que, par exemple, la joie est un esprit, ça veut dire que la joie n'est pas un don inné. Ça veut dire que être joyeux, c'est pas quelque chose que je suis parce que c'est venu tout seul. Ça veut dire que la joie, c'est peut-être un don, une vertu que j'ai acquis peut-être par transmission, que j'ai acquis peut-être parce que j'étais dans un milieu qui m'a transmis cet esprit, mais c'est bien une acquisition. Et c'est là où vous allez voir que tout réside le mystère. Donc, nous les êtres humains, on est des âmes. On est des âmes et dans le monde de l'incarnation, on vit à la fois dans le monde physique, mais on existe aussi dans les mondes invisibles. Et dans ces mondes invisibles, on est particulièrement inconscient. Donc qu'est-ce qui se passe? C'est que durant la majeure partie de notre vie, on est imprimé et imprégné par ces mondes invisibles. Les premiers esprits que l'on reçoit sont ceux de nos parents. C'est-à-dire ce sont ceux qu'ils portent à travers leurs pensées, leurs regards, leurs paroles, à travers les ambiances qu'ils génèrent dans la maison, à travers ce qu'ils véhiculent dans leur comportement, dans leur état d'être. Donc, qu'est-ce qui fait par exemple que si je nais dans une tradition catholique, je deviens moi-même un catholique parce que j'ai des parents catholiques? C'est parce que en réalité mes parents portent ces esprits à l'intérieur d'eux et qu'ils me transmettent bien souvent inconsciemment ces esprits et que dès la plus jeune enfance, je vais être imprégné de ces esprits et après, en grandissant, je vais devenir un catholique parce que en réalité, j'ai été imprégné de ces esprits. Mais ce n'est pas un choix individuel, ce n'est pas un choix de l'âme, c'est quelque part une fécondation du monde spirituel, du monde invisible, dans ma vie intérieure, dans ma terre intérieure. Donc cette fécondation invisible, elle commence très tôt en fait, elle commence à l'enfance. Et après, plus tu grandis, plus le cercle s'élargit, c'est-à-dire qu'après tu es quelque part fécondé par les esprits de ta famille, de tes amis, de l'environnement, de tout ce qui vit autour de toi. Par exemple, je donne un exemple tout simple qu'on voit de plus en plus aujourd'hui. Beaucoup de parents vont mettre leurs enfants devant des dessins animés, devant des films, devant Internet très jeunes. Quels sont les esprits qui vont toucher ces enfants? Les esprits des programmes télé, des vidéos, on va dire des programmes qu'ils regardent. Donc si c'est positif, ça va être plutôt bien, mais si ce ne sont pas des bons esprits, en réalité, ça va amener un déséquilibre à l'intérieur de l'enfant. En gros, tout ça pour vous dire que toute notre vie, en fait, on s'est construit avec des esprits. Donc les esprits ne sont pas lointains, ne sont pas fantastiques, ils ne sont pas irréels, ils sont tout proches de nous, ils font partie intégrante de nous. Quand on va se consacrer notamment à un domaine de l'existence, par exemple, je veux devenir dans ma vie un musicien, je vais entrer dans l'esprit de la musique, je vais alors apprendre à jouer d'un instrument, je vais rentrer dans l'esprit de cet instrument, par exemple le piano, et donc je vais devenir un pianiste. Donc pour devenir un pianiste, je vais quelque part incorporer l'esprit de tous ceux qui ont joué du piano avant moi pour en fait devenir moi-même un pianiste, pour moi-même connaître le geste, connaître la mélodie, apprendre à lire les partitions, finalement connaître toutes les notes, connaître des musiques et apprendre à jouer. Et si quelque part je suis conscient de ce processus, alors je vais aller jusqu'au bout de ce processus intérieur, de ce lien avec un esprit, en devenant un maître pianiste. Et là, finalement, je peux quelque part amener l'esprit que j'ai incorporé dans ma vie vers une libération, parce qu'en l'amenant vers une perfection, je le fais grandir, je le libère. Donc il faut comprendre que ce processus, il fonctionne pour absolument tout dans notre vie et que l'action d'un esprit est celle de véhiculer une transmission, de véhiculer une mémoire et de permettre à un être
d'être dans l'acquisition d'un savoir et dans sa réalisation. Alors maintenant, je vais vous expliquer c'est quoi les lois de ce monde des esprits, comment ce monde des esprits il est gouverné, par quoi il est régi, quelle est l'intelligence qui vit à l'intérieur de lui. Déjà, il faut comprendre que ce sont des lois naturelles, ce sont des lois de la vie, ce sont des lois simples que l'on va retrouver dans la structure de la vie humaine et de notre société. Tout simplement parce que nous nous sommes construits en tant que société, nous les êtres humains, suivant les lois que nous avons perçues du monde invisible durant des milliers et des milliers d'années. Donc ce n'est pas un hasard que nous sommes constitués comme ça, ce sont des lois naturelles, des lois de la vie. La toute première loi qui régit le monde des esprits, c'est vraiment une loi qui est vraiment spécifique à ce monde-là, qu'on va énormément retrouver dans notre société, c'est celle de l'autorité magique. En fait, le lien avec un esprit, la présence d'un esprit engendre une autorité magique qui fait que un homme ou une femme qui vit en conformité avec cet esprit, eh bien, il va être reconnu dans les mondes invisibles, mais aussi dans le monde visible, dans le monde visible et extérieur. Il va être reconnu, il aura une autorité particulière. Alors cette autorité, elle ne naît pas de rien et elle respecte en fait une loi très simple qui est celle que pour que l'autorité magique soit puissante et qu'elle existe, pour qu'elle puisse naître, il faut que l'être humain qui vit avec un esprit en particulier, il faut qu'en réalité sa vie soit entièrement conforme à ça. C'est-à-dire que la pensée, les sentiments, la volonté et les actes doivent être totalement en conformité, c'est-à-dire totalement intègres par rapport à l'esprit. Si par exemple dans ta vie tu portes l'esprit de la vérité, c'est-à-dire que tu portes la vérité dans ta vie, c'est une vertu qui pour toi est fondamentale, ce qui aujourd'hui est devenu de plus en plus rare, hein, parce qu'aujourd'hui le mensonge c'est le sport d'un peu tout le monde. Donc si dans ta vie tu portes la vérité, c'est quelque chose de beau et de grand, préserve-le. Mais c'est un exemple en fait pour vous montrer que si tu portes la vérité comme un idéal de vie, donc cet idéal c'est un esprit, c'est que donc cet esprit t'appelle, c'est-à-dire qu'il y a une affinité entre toi et lui. Et pour que tu aies cette autorité magique d'être un homme ou une femme vrai, tu dois non seulement être vrai dans ta pensée, tu dois non seulement être vrai dans ton cœur, dans ta volonté, mais aussi dans tes actions. À partir de ce moment-là, en fait, l'esprit s'incorpore en toi, il entre à l'intérieur de toi, dans ta pensée, ton cœur, dans ton être, et en fait, tu ne fais plus qu'un avec lui. C'est-à-dire que tu es cette chose, tu l'es. Et ça va être la même chose avec tout. Par exemple, si tu vas prendre un domaine, ça peut être, je vais donner tout à l'heure l'exemple de la gastronomie, je donne l'exemple, par exemple, d'apprendre à être boulanger. Et si tu fais juste imiter un boulanger, par exemple, si tu prends juste une recette et que tu vas juste imiter, en réalité, tu n'acquiers pas l'autorité et la présence magique de l'esprit. Pour que cette présence magique, tu l'acquières, il faut que tu respectes la loi de l'autorité magique, qui est celle d'intégrer dans ta pensée cet esprit, c'est-à-dire de penser comme un boulanger, de sentir comme un boulanger, d'être dans la force de volonté comme un boulanger, c'est-à-dire de vouloir et d'agir comme un boulanger. Et en fait, c'est un état d'être intérieur, une ouverture intérieure particulière qui fait que tu vas t'incorporer l'esprit, tu vas chercher à être la chose que tu veux connaître. Pas juste à la connaître intellectuellement, mais à l'être. À partir du moment où tu l'es, tu es avec l'esprit et donc tu as une autorité. Et si demain tu dois parler de la boulangerie, en réalité, quand tu vas parler, ta parole, elle va être vivante. Pas vivante d'une autorité, d'un titre extérieur, de dire « je serai un boulanger », mais vivante d'une autorité intérieure, parce que c'est vivant en toi. Si c'est vivant en toi, tu es avec l'esprit, et même si tu n'as pas le titre extérieur de boulanger, en réalité à l'intérieur, tu es reconnu par les mondes invisibles comme portant cet esprit, et donc comme le véhiculant. Donc cette loi de l'autorité, en fait, elle fonctionne pour tout, et à partir du moment où, par exemple, tu veux, toi, dans ta vie, être fort dans un domaine, tu dois comprendre ce processus qui se déroule par une intégrité intérieure par rapport à ce que tu veux incarner.
La deuxième loi du monde des esprits, c'est celle de la transmission. Une des fonctions principales de l'esprit, c'est de transmettre ce qu'il est. Donc cette loi veut que si tu veux acquérir quelque chose dans ta vie, tu dois chercher à te rapprocher des êtres qui portent cette connaissance, qui portent cet esprit à l'intérieur d'eux. Donc en te rapprochant d'eux, tu vas assimiler l'essence invisible à travers les pensées, à travers les sentiments, à travers le comportement, la façon de voir. Tu vas assimiler l'essence spirituelle de l'esprit. Tu vas être dans la réception de la transmission. Si tu vas jusqu'au bout de cette transmission, tu deviens la chose. Donc c'est la première loi que je vous ai expliquée, celle de l'autorité magique, qui est finalement de devenir un expert, qui est de devenir un professionnel, c'est-à-dire d'atteindre un sommet dans un domaine. Ça peut être dans un domaine, mais ça peut être aussi dans une capacité, dans une vertu. Donc si tu vas au bout, tu te crées un corps, donc tu es un avec la force de l'esprit, et toi-même tu vas être capable de transmettre l'esprit à un autre. Et c'est ainsi qu'on transmet les connaissances et les corps de métier, les savoir-faire à travers les générations et les générations. C'est par la présence des esprits, par leur influence magique, que l'on transmet le savoir, que l'on transmet les valeurs, que l'on transmet les connaissances de génération en génération. Donc, comprendre ces lois, c'est important en fait si tu veux, toi, dans ta vie, avoir le succès. Et ça m'amène justement à la troisième loi du monde des esprits, qui est celle de la réussite. C'est-à-dire que l'esprit, il est une puissance de réalisation. Donc, si tu sais être en accord avec lui, si tu as reçu cette transmission, tu vas être capable de réussir dans n'importe quel domaine de la vie. Donc, aujourd'hui, si tu veux être dans la réussite de ta vie, si tu veux aller au bout de tes rêves, de tes aspirations, tu dois savoir qu'il y a un monde invisible qui est autour de toi et que ta réussite ne dépend pas uniquement d'un désir ou d'une aspiration, mais qu'elle dépend surtout de la mise en action des lois de ce monde pour aller vers l'aboutissement. Cette loi de la réussite, qu'est-ce qu'elle dit? En fait, elle dit que celui qui réussit n'est pas celui qui est le plus intelligent ou qui a le plus de savoir et de connaissances, mais qui est celui qui croit qu'il peut réussir. C'est-à-dire que si tu es convaincu, si tu es déterminé, si tu sais que tu peux réussir dans un domaine, en réalité, tu as beaucoup plus de chances de réussir parce que les esprits voient en toi un être intègre, un être qui est entier dans ce qu'il est et qui sait qu'il peut le faire, même si ce n'est pas encore comment le faire. Et donc, c'est une loi en fait que beaucoup d'hommes ou de femmes qui ont atteint le succès, quels que soient les domaines de l'existence, ont mis en action dans leur vie de façon consciente ou inconsciente. C'est une loi en fait que d'ailleurs beaucoup de chefs d'entreprise, de sportifs, ou même dans la spiritualité, dans une vie intérieure, vont mettre en action sans même savoir que cette loi existe. Mais en réalité, si tu sais que cette loi existe, alors tu peux même la faire décupler, dans le sens, tu sais que c'est ta conviction intérieure en une chose qui fait que cette chose va se réaliser parce que les esprits vont voir en toi l'être qui est totalement intègre et qui, quelque part, qui appelle les forces de la réussite, qui appelle la puissance de la vie à l'intérieur de lui, parce qu'il sait ce qu'il veut, parce qu'il a quelque part décidé qu'il voulait aboutir dans un domaine de sa vie. Pour finir, voyons comment on peut reconnaître un bon esprit d'un mauvais esprit. Donc, le monde des esprits, vous avez compris, c'est une hiérarchie du monde invisible. Cette hiérarchie, elle est au service du monde des égrégores, c'est-à-dire que les égrégores sont au sommet, le ciel de l'humanité, ce qu'on a appelé dans d'anciens textes les géants. Donc les géants ou les égrégores sont ces forces qui regroupent une multitude d'esprits, une multitude d'intelligences spirituelles en un seul être et qui forment une seule unité. Donc dans un égrégore, il y a des millions et des millions d'esprits. La force magique des esprits, elle est au service des égrégores
Donc la première façon de reconnaître si un esprit est un bon esprit ou un mauvais esprit, c'est de savoir à quel égrégore il est relié et de regarder l'égrégore. Je vous donne un exemple. Prenez l'exemple de l'égrégore de la politique. Donc la politique, c'est un égrégore monstrueux aujourd'hui, c'est un égrégore énorme. Donc si vous avez un esprit, par exemple, prenons l'esprit d'un parti politique. Donc toi, dans ta vie, tu es dans un parti politique et tu crois ce parti politique, tu es animé par ça, donc ça veut dire que tu es empli par un esprit, par un ou plusieurs esprits de ce parti politique et notamment aussi l'esprit de la politique en général. Donc tu es animé par ces esprits-là. Eh bien, regarde l'égrégore de la politique. Qu'est-ce qu'il engendre? Est-ce qu'il est positif ou négatif? Est-ce qu'il engendre la vérité? Est-ce qu'il engendre l'équilibre? Est-ce qu'il engendre la justice? Ou alors est-ce qu'il engendre le déchirement, la guerre, l'esclavage et la peur? Je ne donne pas la réponse, je te laisse chercher par toi-même et trouver tes propres réponses. Mais en regardant, tu pourras voir déjà la base, est-ce qu'un esprit est un bon esprit ou un mauvais esprit? La deuxième chose, c'est de voir, en fait, qu'est-ce qu'il va engendrer dans ta vie? C'est-à-dire que quand tu es animé par cet esprit, qu'est-ce qu'il va engendrer? Est-ce que ça va rendre ta pensée dans la paix? Est-ce que ça va t'amener dans le combat, dans la discorde? Est-ce que ça va mettre dans tes sentiments un équilibre, une harmonie? Ou alors est-ce que ça va te mettre mécontent, te rendre dans la colère, dans la violence? Donc ça, c'est un autre moyen de voir à quoi il relie un esprit, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il engendre en toi. S'il engendre une lumière, quelque chose qui éclaire et qui libère, c'est que l'esprit est bon. S'il engendre quelque chose qui enferme, quelque chose qui amène le pouvoir, qui amène la domination, l'esclavage, la colère, la peur, c'est que quelque part, c'est plutôt un mauvais esprit. Mais il y a une subtilité là-dedans, en fait, c'est de comprendre que, en réalité, les esprits, c'est un monde de magie. Et en fait, ceux qui savent jouer avec ce monde-là, ceux qui savent, en fait, mettre en action ce monde-là, vont bien souvent prendre des esprits qui, à la base, étaient des bons esprits et vont les asservir. Et ces esprits vont quelque part devenir des esprits malades. Je donne l'exemple de l'esprit de l'agriculture. Aujourd'hui, l'agriculture, c'est quelque chose qui est malade. Et en fait, quand tu regardes l'agriculture telle qu'on la conçoit aujourd'hui, c'est un esprit, bien sûr, c'est une multitude d'esprits, c'est une multitude de savoirs, de connaissances, mais ce sont des esprits qui sont asservis pour des buts, pour des objectifs qui ne sont pas les objectifs de la lumière, qui ne sont pas les objectifs d'honorer un monde noble, un monde digne, un monde sacré, mais qui finalement sont juste pour un profit. Et vous regardez le résultat, c'est asservir la terre, c'est transformer les gènes, c'est la polluer, l'empoisonner même. Donc vous avez l'exemple en fait de quelque chose qui peut être dans son essence quelque chose de positif, mais par l'être humain qui a été sali, qui a été détourné et qui a été asservi. Donc l'être humain a cette capacité d'asservir en fait les esprits. Alors en quoi c'est important de connaître ce monde des esprits, de comprendre comment il fonctionne? Vous avez compris en fait que les esprits, c'est vraiment dans notre vie qu'on est animé au quotidien, en permanence, par cette intelligence spirituelle. Donc, le fait d'entrer dans cette connaissance, ça permet déjà de s'éveiller à cette réalité du monde invisible. Ça permet de comprendre que le monde invisible est très proche de nous, qu'il est omniprésent, qu'il agit dans toutes nos activités et que, en fait, il n'y a rien qui est neutre. C'est-à-dire tout ce que je fais me relie à quelque chose, me relie à un monde en particulier. Donc ça, c'est important de comprendre cela, de comprendre cette réalité. La deuxième chose, c'est de comprendre que quand tu vas donner ta vie à quelque chose, quand tu vas par exemple t'intéresser à quelque chose, que ce soit la politique, la gastronomie, la boulangerie ou n'importe quoi, le football, la géopolitique, la science, etc., peu importe en fait ce à quoi tu vas donner ton énergie, tu vas tisser un lien avec un monde invisible qui va te relier à soit quelque chose de divin, de lumineux, de sacré, soit quelque chose d'humain, d'éphémère,
voire qui va être lié au pouvoir, qui va être lié à la domination, qui va être lié à l'esclavage. Donc c'est important de comprendre en fait cette réalité, parce que moi, à travers mes vidéos, je cherche à vous enseigner les connaissances du monde subtil. Et donc là, je veux vous éveiller à travers cette connaissance que, en fait, on peut être des créateurs de sagesse, de beauté sur la Terre, si on est conscient des processus. Mais si on n'est pas conscient, on pense que rien n'a de valeur, que rien n'a d'importance, et que donc on peut faire ce qu'on veut, que ça n'a pas de conséquences. Mais ce que je vous partage là montre l'inverse. Cela vous montre que tout ce que vous allez faire, tout ce que vous allez penser, tout ce que vous allez, on va dire, intégrer à votre vie, tous les esprits que vous allez intégrer à votre vie, en fait, vont témoigner de ce que vous êtes sur la Terre. Êtes-vous un être au service de la lumière? Êtes-vous simplement un inconscient? Ou alors êtes-vous au service des ténèbres? Et ça, si vous cheminez sur un chemin intérieur, vous devez savoir de qui êtes-vous le serviteur. Êtes-vous le serviteur de ce qui est beau et sacré, du divin, ou êtes-vous le serviteur des intelligences usurpatrices qui aujourd'hui gouvernent la société humaine? J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous aura apporté une vision enrichissante. Je vous invite à expérimenter cette connaissance, à observer le monde de cette façon, et vous verrez que l'invisible est beaucoup plus proche que ce que vous vous imaginez dans votre vie.